Alors, s'il vous plaît. Alors, la Commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Nous allons poursuivre sans plus tarder les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 52, loi concernant les soins de fin de vie. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Vous avez 15 minutes pour faire votre présentation, suivi d'un échange avec les membres de la Commission. Alors, c'est l'Observatoire Vieillissement et Société. Bienvenue. Alors, vous avez le micro pour nous donner vos noms, vos titres et votre présentation. Monsieur le Président, Madame la ministre Yvon, chers membres de la Commission, André Ledoux, je suis retraité de l'enseignement, auteur de plusieurs ouvrages sur la santé et le vieillissement, et président du comité Mourir dans la dignité de l'Observatoire Vieillissement et Société. Alors, je vais demander à mes collègues de se présenter à leur tour. Gloria Gélieu, pédiatre de profession et jeune retraitée depuis quelques années. Alors, Denise Détrempe, je travaille à l'Observatoire Vieillissement et Société comme vice-présidente et je suis secrétaire au conseil d'administration de l'Observatoire. Claude Tessier, vice-président Affaires publiques pour l'Observatoire Vieillissement et Société, sociologue de profession et dans mes temps libres, je fais des tableaux. J'en ai pas à vendre aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à mon collègue André, qui est à toute fin pratique l'auteur de ce mémoire, avec qui on a travaillé très longtemps et de façon très ardue. Et je pense que vous aurez beaucoup de questions quand nous aurons terminé la livraison de ce mémoire. André, alors, Monsieur Ledoux. Alors, nous sommes très heureux, en tant que membre de l'Observatoire Vieillissement et Société, de vous présenter ce mémoire sur la loi, le projet de loi 52. L'Observatoire Vieillissement et Société a été créé en 2003. Nous célébrons donc cette année son 10e anniversaire. Organisme sans but lucratif, il doit être considéré comme une structure relativement unique. L'OVS vise à promouvoir le bien vieillir des aînés. Il aide la réflexion et la prise de décisions individuelles ou collectives sur les défis engendrés par le vieillissement de la population et ses conséquences sur la société. Son activité s'exerce dans le cadre général de la lutte à l'âgisme. Partenaire de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, l'OVS croit qu'il peut maintenant être considéré comme une fenêtre ouverte sur notre société. L'OVS fonctionne principalement grâce au bénévolat des personnes âgées, retraitées ou pré-retraitées. Il compte plus de 3500 membres correspondants. Son site Internet est consulté mensuellement par un très grand nombre de personnes. L'organisme joue un rôle de vigie sociale dans différents domaines où l'âgisme peut se manifester de façon insidieuse ou évidente. La santé, le droit, le travail, la finance, le maintien à domicile, le multiculturalisme, la retraite, les transports, etc. L'OVS exerce son rôle grâce à l'aide de vigies qui sont des aînés volontaires, compétents dans les différents domaines d'intérêt liés à sa mission. Le comité Mourir dans la dignité de l'OVS, que je présidais, est formé de professionnels de la santé, de bioéthiciens et d'autres domaines. Il a été mandaté pour entreprendre une étude concrétisée dans le présent mémoire. Considérant la divergence des opinions, nos réflexions nous ont amenés à nous poser davantage de questions que de prendre une position ferme sur le projet de loi 52. Le comité d'études de l'OVS a voulu se prononcer sur le projet pour attirer l'attention du législateur sur un certain nombre de points qui l'interpellaient. Nous croyons que nos commentaires sous forme de questions
qui apparaissent dans la conclusion de notre mémoire contribueront sans doute à bonifier cette loi sur les soins de vie. Alors, je passe rapidement au cœur aux éléments essentiels de l'exposé qui touche la maîtrise de la souffrance, les dérives, le dérapage, le rôle des infirmiers. Et j'arrive tout de suite à la conclusion, qui est bien sûr la base même de notre intervention. Le comité misant sur la sagesse et le respect des opinions démocratiques ne prendra donc pas fermement position sur la question du mourir dans la dignité. Tout au plus, il tient à formuler les interrogations suivantes sur le projet de loi 52. Les soins palliatifs sont-ils en mesure de toujours bien contrer la souffrance morale? Au point de vue chronologique, quels critères doit-on octroyer à la fin de vie? C'est quoi la fin de vie? Une semaine, un mois ou plus? Une personne mineure atteinte d'une maladie grave et incurable qui répond aux critères 2, 3 et 4 et stipulés à l'article 26 n'a-t-elle pas le droit de mourir dans la dignité comme les personnes majeures? Ne s'agit-il pas d'une forme de discrimination? Le consentement libre et éclairé chez un patient en fin de vie pose souvent problème. Comment s'assurer d'une lucidité satisfaisante chez un malade pour qu'il soit apte à prendre une décision? Cette question touche surtout l'article 26 de la loi. Comment un patient dont la situation médicale se caractérise par une déchéance avancée de ses capacités peut-il prendre une décision claire et sans ambiguïté quant à sa fin de vie? Faudrait-il donner une formation minimale en soins de vie à toutes les personnes qui y travaillent, particulièrement aux médecins chargés de l'aide médicale à mourir? La souffrance morale et psychologique peut-elle être évaluée d'une manière précise? Les balises de la future loi pourront-elles permettre d'éviter le plus possible les dérives de l'assistance médicale à mourir? Y aurait-il lieu de faire une implantation graduelle de la loi 52, par exemple, dans une grande ville et 2 régions, pour en mesurer toute la portée? La future loi sera accompagnée d'un guide des droits des personnes en fin de vie pour bien expliquer la situation. Que fera le 49 % de la population québécoise qui éprouve des difficultés en lecture? Des tensions pourraient-elles survenir entre les autorités gouvernementales et des établissements qui voudraient se soustraire à la future loi? Puissent ces questions alimenter la réflexion de tous ceux qui travaillent à la mise en place de la future loi et que notre intervention contribue finalement à répondre aux aspirations de la société québécoise en ce qui touche la fin de vie. Merci. Monsieur Doux, merci pour votre présentation. Maintenant, pour le premier bloc du gouvernement, Madame la ministre. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, bienvenue à vous 4 représentants donc de l'Observatoire sur le vieillissement et la société. Monsieur Ledoux, Madame Gilieu, Monsieur Tessier, Madame Destrampes. Donc, merci. J'ai pris connaissance de votre mémoire avec beaucoup d'intérêt et effectivement, vous nous posez beaucoup de questions. Pour alimenter notre réflexion, je dois vous dire que nous alimentons notre réflexion de manière intensive depuis quelques semaines et moi, j'ai la chance de l'avoir fait aussi depuis maintenant quelques années. Donc, c'est certain que je pense qu'on est tout le temps dans un processus continu pour approfondir cette réflexion-là. Mais dans un premier temps, moi, j'aimerais vous entendre parce que vous soulevez des questions et si vous les soulevez, j'imagine que vous aussi, vous y avez réfléchi. Vous parlez à la page 12 de votre mémoire du palliativisme. Vous êtes les premiers qui nous parlez du palliativisme et j'aimerais savoir ce que vous entendez par ça et parce que vous faites référence
comment les choses se déroulent dans les unités de soins et tout ça. Donc, j'aimerais ça que vous élaboriez sur la notion. Bon, alors écoutez, pour nous, le palliativisme, ce serait une sorte de déformation de toute la philosophie des soins palliatifs. Je m'explique. J'ai travaillé en soins palliatifs, je travaille encore en soins palliatifs, et il s'établit, dans les lieux de soins palliatifs, il s'établit des contacts entre les divers professionnels. Il se crée une mentalité, une ambiance qui font que ces unités de soins palliatifs, qui croient beaucoup en leur mission, visent essentiellement à prolonger la vie, je dirais presque à tout prix. Alors, ce n'est pas, c'est une façon de voir qui s'oppose fermement à l'esprit du projet de loi 52. Alors donc, en gros, le palliativisme, qui ne touche pas, remarquez-le bien, toutes les unités de soins palliatifs, mais ça arrive dans plusieurs endroits où il y a cet esprit de... un esprit de clan, entre guillemets, qui fait que on pense avant tout à sauvegarder les valeurs des soins palliatifs, malheureusement, au détriment d'une prolongation indue de la vie. Merci beaucoup. En même temps, l'approche palliative en elle-même, du moins lorsqu'elle intervient en fin de vie, on se comprend qu'elle est là pour prendre compte de la situation globale de la personne, atténuer ses souffrances morales ou physiques, s'occuper aussi, je dirais, de son bien-être global dans ses derniers moments de vie. Donc, normalement, la culture palliative, quand même, c'est assez clair qu'elle n'est pas là pour prolonger, mais comme on nous disait ce matin, pour accompagner de la meilleure manière possible les gens en fin de vie pour qu'ils aient le plus grand confort possible. Tout à fait. Monsieur Ledoux. Remarquez que c'est tout à fait très subtil, cette question de culture palliativiste, et ça ne saute pas toujours aux yeux, puisque c'est une ambiance, une mentalité. Alors, nous en avons contre le palliativisme, cette déformation des soins palliatifs, parce que nous croyons que ça puisse nuire à des patients qui voudraient quitter plus rapidement. Madame la ministre. Oui. Vous parlez dans votre... En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit toutes vos questions une à la suite de l'autre, visiblement, vous ne vous êtes pas cantonné dans un seul créneau parce que il y a certaines de vos questions qui pourraient nous laisser entendre que vous voudriez un élargissement de la loi et d'autres, au contraire, qui peuvent nous laisser entendre que vous voulez qu'on donne un champ plus limité à la loi. Donc, je vous donne un exemple. Vous dites, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas permettre à une personne mineure qui répondrait aux mêmes critères d'avoir accès à l'aide médicale à mourir? Je vous poserai la question aussi, est-ce que vous vous êtes demandé si ce pourrait être le cas pour une personne devenue inapte, par exemple, qui était apte, mais qui, au fil du temps, est devenue inapte et qui aurait pu écrire dans ses directives anticipées qu'elle souhaite, dans telle circonstance, avoir une aide médicale à mourir. Donc, ça me laisse entendre que vous pourriez nous suggérer un certain élargissement pour ce qui est des personnes qui auraient accès à l'aide médicale à mourir. Par ailleurs, vous nous dites qu'il faut s'assurer clairement qu'il ne puisse pas y avoir de dérive. Donc, il faut avoir des critères très stricts. Donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, pour vous, votre préoccupation, elle se situe à quel niveau quand on parle de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir et aux critères qui sont prévus dans le projet de loi? Monsieur Ledoux. Écoutez, Madame j'aimerais peut-être aborder le problème qui est particulièrement complexe,
qui est celui des soins de fin de vie, et nous rappeler que nous avons discuté longuement et soigneusement avec nos collègues de l'Observatoire Vieillissement et Société, et je pense personnellement, comme nos collègues, que la loi et que le projet de loi 52 s'inscrit dans une mouvance sociétale bien précise, celle qui, depuis 30 ou 40 ans, a érigé comme principe supérieur l'autonomie de la personne. Et c'est au nom de cette autonomie que nous avons connu des avancées précises dans certains changements au niveau de la relation médecin-patient, changements qui ont transformé la relation médecin-patient qui souvent était empreinte d'un certain autoritarisme pour la transformer dans une relation basée sur l'écoute et la collaboration. Ceci étant dit, je dirais que le projet de loi 52 est un projet moderne, en accord avec les désirs des bien portants, des personnes qui ne sont pas encore vieilles, car je nous le rappelle que quand on est jeune, la mort est une abstraction relativement lointaine, et quand on vieillit, on a le nez dessus. Donc, il est important de savoir jusqu'à quel point les personnes âgées ont été réellement consultées comme groupe par rapport au contenu très précis de la loi 52. Par rapport aux questions qui ont été soulevées, c'est-à-dire le rôle que la loi pourra exercer sur des mineurs et sur des adultes qui sont devenus inaptes alors qu'ils étaient relativement jeunes, je pense que la loi ne s'est pas encore clairement penchée sur cet aspect. C'est un aspect particulièrement important et je dirais que ça représente probablement une des nombreuses pentes glissantes que la loi 52 peut connaître. Je sais, et j'en suis certain, que les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette loi ont été particulièrement conscients des dérives possibles, dérives au niveau du consentement réellement libre. Or, nous savons, et vous savez tous, messieurs, mesdames, que quand on vieillit, on devient extrêmement influençable. Et je dirais que la personne âgée qui écoute le discours ambiant actuel de la société, même s'il est faux, entend « les vieux coûtent cher », la société s'en va à volo parce que vous êtes là. Et comme les personnes âgées sont relativement bienveillantes en général et particulièrement influençables, il est possible qu'elles prêtent non pas le flanc, mais qu'elles se laissent convaincre de façon insidieuse à des ouvertures de soins de vie médicalement assistés. Par rapport au sujet qui a été évoqué en tout début, c'est-à-dire le palliativisme ou ce qui se passe dans les soins palliatifs, personnellement, je ne les connais pas personnellement, mais on peut se poser la question, est-ce que nos législateurs et ceux qui ont contribué à fabriquer cette loi moderne en accord avec la mouvance sociale, est-ce qu'ils ont été éventuellement informés du nombre réel de demandes d'euthanasie au sein des soins palliatifs? Moi, je ne le sais pas. Il semble bien que dans les soins palliatifs, cette demande d'en finir est exceptionnelle. Et donc, on peut imaginer et penser que lors de l'application de la loi, il n'y aura pas beaucoup de demandes d'euthanasie ou de soins de vie médicalement assistés. C'est un euphémisme que je ne partage pas. Il faut appeler les choses par leur nom. Quand on injecte à un patient un mélange de curare et de pentobarbital, c'est clair que dans les minutes, je dis bien les minutes qui suivent, la mort va apparaître. Quand on fait une sédation terminale avec un cocktail lithique approprié et bien fabriqué, on sait que dans les minutes ou dans les quarts d'heure qui suivent, la personne également va s'éteindre.
On peut appeler ça des soins de vie médicalement assistés. On peut aussi appeler ça du terme qui n'est pas un terme odieux et qui est celui d'euthanasie. Sémantiquement, l'euthanasie veut dire une mort douce. Donc, on ne devrait pas considérer que l'euthanasie, comme mot, devrait être considérée comme une horreur. Ceci étant dit, personnellement, je trouve que la loi est moderne, qu'elle est bien construite, qu'elle est assortie de balises extrêmement nombreuses qui parfois ont un relent bureaucratique. Je ne voudrais pas m'éterniser sur cet aspect-là, mais il est certain que les balises sont là et elles sont rassurantes. Enfin, je pense que nos collègues qui ont participé à nos discussions autour du projet de loi 52 sont également conscients de dérives possibles qui sont parfois inconnues aujourd'hui et qui ne pourront être connues que lorsqu'on commencera à appliquer la loi. Et c'est la raison pour laquelle notre conclusion à l'Observatoire Vieillissement et Société est d'aménager dans l'application de la loi une période que je pourrais considérer comme étant une période non pas d'expérimentation, mais d'essai de façon limitée, de manière à pouvoir bien identifier ce qui pourrait déraper et que ni vous, ni moi, ni personne ne peut identifier au jour où nous nous trouvons. Je vous remercie. Ceci met fin au premier bloc du gouvernement. Monsieur Ledoux. Madame la ministre, je ne suis pas sûr que nous ayons répondu à votre question. Alors, auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de nous rappeler votre question? Madame la ministre, on va retourner à la question dans le deuxième bloc. J'ai plus de temps, c'est compliqué, mais je n'ai plus de temps sur mon bloc. C'est le bloc de mes collègues d'en face et on va revenir tantôt, donc on pourra continuer à échanger. Alors, pour le premier bloc de l'opposition officielle, Madame députée de Saint-Henri-Sénat. Alors, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. C'est la Journée internationale des personnes âgées. Et en face de moi, je constate qu'il y a Dr Gillieu, qui est une personne extrêmement jeune, qui parle d'un projet de loi moderne et qui, en même temps, parle d'une forme de paradoxe à l'intérieur de ce projet de loi où j'entends que peut-être que les aînés n'ont pas été assez consultés, une crainte de dérive, tout en parlant aussi de l'évolution de la société. Vous qui avez été pédiatre jusqu'à tout récemment, vous qui vous préoccupez des personnes âgées et vous vous préoccupez aussi de l'évolution de notre société, peut-être une question directe. Vous dites que c'est un bon projet de loi, mais est-ce que vous avez peur de ce projet de loi? Est-ce que vous craignez? Vous avez parlé de dérive. Je voudrais que vous alliez un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que nous pourrions, nous, parce on est des législateurs, on doit faire avancer le projet de loi, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire mieux pour faire avancer ce projet de loi-là? Ou qu'est-ce qu'on devrait retrancher? Madame Gillieu. Merci. Il est très probable que lors des séances ultérieures, des organismes qui regroupent des personnes âgées viendront peut-être répondre à cette question en connaissance de cause. Personnellement, par rapport aux dérives, comme tout projet d'une complexité aussi énorme et aussi nouvelle, comme tout projet, on ne peut pas tout prévoir. Et je pense que c'est là qu'est le point le plus, je dirais, dramatique, c'est qu'on ne sait pas où sont les dérives et elles vont apparaître au fur et à mesure, que ce soit au niveau du consentement. J'ai évoqué très rapidement la qualité de bienveillance de la personne âgée qui est en même temps très susceptible d'être influencée. J'ai parlé du discours ambiant de la société où, à tort, peut-être, on dit que les personnes âgées coûtent cher, mais la personne âgée dans son coin, qu'elle soit chez elle ou dans CHSLD, elle entend cela. Et dans un mouvement
on va dire, d'altruisme, elle est peut-être plus prête à se laisser, on va dire, endormir au propre et au figuré que si elle était tout à fait libre de le faire. Je répondrai de cette manière-là. Madame la députée de Saint-Henri-Sénat. Dernière question avant de la passer à mes collègues. Il y a une commission qui est prévue à l'intérieur de ce projet de loi pour, en quelque sorte, surveiller ou contenir. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée, cette commission? Madame Gélou. La commission est une bonne idée, absolument. La commission, oui, nous sommes en démocratie, et en démocratie, on peut débattre de tout librement et sans arrière-pensée. Je pense que nous sommes ici pour cette raison. Madame la députée de Saint-Henri-Sénat. Non, je parlais d'une commission qui sera mise sur pied pour être en mesure, une commission qui pourrait être à la fois, qui pourrait relever à la fois soit de la ministre, soit de l'Assemblée nationale, parce que ça a été évoqué, et qui pourrait regarder à ce que le projet de loi soit bien balisé, bien encadré, qu'il n'y ait pas de dérive possible, voir à cette évolution-là. Ça, c'est prévu dans le projet de loi. Sur les soins de vie, quoi? Oui. Qu'on retrouve à l'article 35 et 36. C'est une commission de contrôle. Oui, alors, Une commission de contrôle. bien sûr que pour nous, on trouve que c'est vraiment un élément de grande sécurité pour éloigner le plus possible les dérives. C'est certain que cette commission, qui va être en fait le chien de garde de la loi, je crois que c'est absolument bienvenu et c'est un élément très heureux de la loi. Madame la députée de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de venir partager vos questionnements avec nous cet après-midi. J'aimerais revenir sur la question soulevée par Madame Gélieu sur dans le contexte des dérives potentielles. Vous avez fait état et vous avez échangé avec ma collègue sur la question. À l'effet que les aînés étaient très, très à l'écoute du discours ambiant et peut-être que leur consentement pourrait être affecté. Ou peut-être que le choix de recourir à l'un ou l'autre des différents soins de fin de vie pourrait être influencé par une perception ou une compréhension d'un discours qui est peut-être un peu alarmiste. Comment on peut baliser et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme législateurs, pour baliser davantage? Est-ce nécessaire le projet de loi? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus à l'intérieur du projet de loi pour éviter cette situation-là? Parce qu'il ne faudrait pas attendre que la Commission sur les soins de fin de vie revienne devant, que ce soit l'Assemblée nationale ou revienne devant le ministre ou la ministre pour dire, suite à l'adoption du projet de loi, voici les situations auxquelles on a dû faire face et voici les recommandations qu'on émet. Il faudrait éviter cette situation-là au tout début du projet de loi. Pour répondre à votre question, Madame, et je répondrai de façon un petit peu imaginaire. Je ne suis pas législateur, mais je pense que une exploration directe dans des milieux où vivent des personnes âgées, qu'il s'agisse de CHSLD ou qu'il s'agisse de résidences privées ou de résidences, disons, publiques, il me semblerait que ça serait l'endroit où être à l'écoute directe des personnes âgées pourrait permettre à celles-ci peut-être de s'exprimer dans le sens de la loi et peut-être de s'exprimer autrement, je ne le sais pas. Madame la députée de Gatineau. Je ne peux pas m'empêcher de faire référence à un mandat d'initiative qui a été adopté par cette même commission. Les membres de cette commission, on est en attente de date, justement, pour un mandat d'initiative sur les conditions de vie des gens hébergés en CHSLD. Donc, ça aurait peut-être été intéressant d'aborder cette question-là. Mais comme on n'a pas de dates qui nous ont été confirmées par les leaders, et puis, bon, on a priorisé d'autres choses. Mais on ne fera pas de politique.
Alors, oui, il faut être à l'écoute de nos aînés, mais vous, comme observatoire, à titre d'observatoire, est-ce que vous avez, dans vos échanges ou dans vos travaux, pu justement capter le pouls de ces gens-là? Est-ce que vous avez pu recenser ce que les aînés pouvaient percevoir ou leur interprétation de ce qui était offert dans le projet de loi? Monsieur Ledoux. Oui. Écoutez, en ce qui me concerne, j'ai l'occasion de faire régulièrement du bénévolat dans des CHLSD, dont celui de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et je dois vous dire que c'est bien sûr que ces personnes, ces patients, ces personnes, toute l'information, toute l'actualité leur échappe. Parce que je suis en face de gens, disons à 90%, qui sont dans un état à peu près neurovégétatif. Alors, ces gens, on peut pas échanger avec ces personnes. Alors donc, il y a une clientèle qui est complètement fermée à l'information et surtout de plus en plus dans les CHLSD, la clientèle s'alourdit et ces gens-là n'ont pas accès au renseignement. Alors, je pense que c'est un problème. Alors, il faut aller frapper ailleurs pour diffuser de l'information et donner des renseignements. Madame Détrempe. Je peux ajouter qu'à l'Observatoire Vieillissement et Société, on a fait plusieurs projets de recherche en ce qui a trait à l'agisme dans les CHSLD, dans les résidences privées, et l'agisme existe très fortement. C'est une mentalité qu'il va falloir changer ou amener du changement. C'est à quoi l'Observatoire travaille régulièrement, mais même on fait un travail chez les centenaires et évidemment, oui, l'AGIS existe envers le personnel qui va regarder la personne âgée puis lui dire, bien, prenez vos petits bonbons roses, ma belle petite madame. Alors, ce sont des mentalités que on travaille à changer à l'Observatoire. Ceci me fait au premier bloc de l'opposition officielle. Maintenant, pour le deuxième bloc du gouvernement, Madame la ministre. Oui, alors, merci. Je pense que c'est très intéressant, en fait, l'échange qu'on a, beaucoup plus largement aussi que juste sur notre projet de loi. Je dois vous dire, peut-être pour vous rassurer, que pendant les travaux de la commission, il y a 13 groupes représentant des aînés ou des personnes retraitées qui ont demandé à se faire entendre pendant la commission spéciale. Donc, il y a quand même eu un point de vue aîné qui a été entendu. Et évidemment, outre les groupes, parmi tous les citoyens qui sont venus se faire entendre dans les 8 villes où on est allé, il y avait beaucoup d'aînés, si on peut dire, ou de proches d'aînés. Et c'est certain que ça fait partie, tout ça, de nos éléments aussi de bagage quand on aborde ce sujet-là. Puis pour vous rassurer aussi, je vous dirais qu'on est d'abord et avant tout des députés ancrés dans nos circonscriptions. Moi, encore hier, j'étais dans un CHSLD à Joliette, aller jaser avec autant des gens qui vivent là que des gens qui travaillent là, et je m'enquérais beaucoup des soins de fin de vie, de la réalité, encore une fois, de ces gens-là. Donc, je veux juste vous dire ça pour vous rassurer un peu qu'on est aussi des personnes qui sont en lien constamment avec des gens qui évoluent dans nos circonscriptions, des jeunes, des moins jeunes, des aînés, puis les différents lieux aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup quand vous dites l'espèce de contexte social peut faire en sorte que ça peut changer la perception d'un aîné, par exemple. Puis j'aimerais vous entendre, parce que la question du consentement, ça en est une qui est fondamentale. Il y a beaucoup de balises dans le projet de loi. Il y a M. Brunet qui est venu de la protection des malades, qui, lui, nous en énumérait 24, puis il trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Bien, il n'est pas allé jusque-là, mais il trouvait qu'il y en avait beaucoup, disons, des balises. Certains trouvent que c'est très, très encadré. D'autres, comme vous, disent, est-ce que c'est suffisamment encadré? Et en fait,
toute la question du consentement, elle est fondamentale. C'est pour ça que le cœur des conditions à l'article 26, c'est que la personne soit majeure et apte. Donc, la recherche dans ce projet de loi-là, c'est d'avoir un équilibre. Est-ce que ça veut dire que les personnes mineures peuvent être brimées? Probablement. Mais l'idée derrière ça, c'est de se dire, il faut peut-être avoir atteint un niveau de maturité pour pouvoir consentir à ce type de soins-là. Et toute l'évaluation du consentement, elle est vraiment centrale, d'où tout le processus de l'article 28, 2 médecins, une demande répétée dans le temps, consulter l'équipe, consulter les proches à la demande pour s'assurer qu'il n'y a pas de pression extérieure. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Et moi, j'aimerais savoir, dans l'état actuel des choses, vous savez qu'une personne peut refuser tout traitement. Elle peut demander d'être débranchée. Elle peut dire, même si ça peut avoir l'air irrationnel, je ne veux pas avoir de chimiothérapie. Là. Une personne de 40 ans comme de 80 ans. Est-ce que dans l'état actuel des choses, et ça c'est tout à fait légal parce qu'on se fie toujours à l'évaluation qui est faite dans la relation patient-médecin par le médecin de la qualité du consentement. Donc, est-ce que c'est bel et bien un consentement libre et éclairé de la personne qui est avec moi? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un enjeu là à l'heure actuelle? Parce que vous nous dites les risques qui pourraient peut-être survenir, mais dans l'état actuel des choses, c'est déjà tout à fait légal, ça, de refuser un traitement, d'arrêter un traitement. Donc, je veux comprendre en quoi ça serait différent avec l'aide médicale à mourir. Monsieur Ledoux. Oui. Madame Gélou. Alors, si je comprends bien votre question, vous me demandez si, dans l'exercice de l'écoute ou dans la relation professionnelle entre le médecin et une personne malade ou une personne mourante, est-ce que la manière dont l'échange se fait, est-ce que quand la personne refuse, on est vraiment certain qu'elle l'a refusé en étant bien consciente de ce qu'elle refuse? Je dirais que une communication médecin-patient qui est réussie est empreinte d'écoute. Et c'est pour cela que j'ai fait mon petit topo très rapide sur la place de l'autonomie qui est entrée dans notre monde médical et qui a transformé la qualité de la relation médecin-patient. Si la communication entre le médecin et le patient est correctement conduite, c'est-à-dire avec écoute non seulement de la souffrance et de la douleur, mais écoute de toutes les circonstances de l'environnement psychosocial de la patiente, je pense que, quelle que soit la décision du malade, elle est colorée par l'information que le médecin va lui donner et, à ce titre, elle va être quand même particulièrement libre parce qu'elle sera bien éclairée et bien informée. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Madeleine, il vous reste 2 minutes et demie pour cette bloc. D'accord, merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous tous. Merci d'être là et je vous ai bien écouté et c'est intéressant. Je veux revenir sur le fait justement que vous voulez que la personne soit au cœur des décisions et qu'elle soit maître de la fin de sa vie. Ça, j'ai trouvé ça important dans votre mémoire quand vous mentionnez ça, que la personne a droit d'être le maître de la fin de sa vie. Alors, et de vous entendre là justement parler de sentiments éclairés et de décisions éclairées. Je pense que c'est important aussi que ce soit fait en toute connaissance de cause. Vous voulez pas vous prononcer, évidemment, sur le projet de loi. Je pense que ça a été clair. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez fait comme un sondage à l'intérieur des membres, 3500 membres, ou des gens qui ont travaillé aux mémoires. Est-ce qu'il y a eu un genre de sondage pour voir est-ce que c'était plus pour le projet de loi ou contre, ou si vous avez laissé aller? Le groupe du comité, dont les membres ont diverses formations, qui ont travaillé à la réalisation du rapport. Il n'y a pas eu pour répondre clairement à votre question, Madame, il n'y a pas eu de sondage réel auprès des personnes intéressées. Il n'y a pas eu de sondage, de consultation, mais il y a une chose qui est bien certaine, c'est que
Dans le comité que j'ai présidé, nous étions 8 professionnels. Et au comité consultatif, où il y a une quinzaine de personnes où nous nous sommes présentés, il est certain qu'il n'y avait pas unanimité autour du projet de loi 52. Les avis étaient partagés. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que président, je suis arrivé avec un mémoire posant des questions pour essayer de, comme on dit, entre guillemets, de sauver la face. Bien sauvé. C'était intéressant de vous entendre. Merci. Cette loi est pleine de balises très claires et rassurantes. Cependant, les doutes que nous avons exprimés quant à des dérives continuent à nous hanter, parce que ces dérives ne sont pas prévisibles avant. Elles vont nous frapper en pleine face une fois qu'elles vont arriver. Et c'est pour ça que le principe de précaution m'apparaît essentiel. Je ne voudrais pas citer M. Hans Jonas, qui a écrit un livre qui est quand même un classique du genre. Il faut, quand nous prenons des décisions aussi graves que celles qui nous intéressent ou qui nous occupent aujourd'hui, il est essentiel d'être animé de façon permanente par le désir de précaution. Malheureusement, le temps pour cette bloc s'est écoulé. L'obsession officielle, Madame la députée de Saint-Henri-Sonore. Oui, vous avez... moi, je connais maintenant assez bien l'Observatoire Vieillissement et Société et je trouve que c'est formidable la place que vous prenez dans la société, des aînés qui réfléchissent, qui prennent position. Et on parlait aujourd'hui de participation et cette participation est essentielle pour la collectivité. Et je voulais justement vous poser la question que ma collègue des îles de la Madeleine a réussi à vous faire dire, qu'il n'y avait pas eu une unanimité et que c'est l'une des raisons pour laquelle vous avez déposé un mémoire sous forme de questions. Vous étiez 8. D'après vous, est-ce que ça reflète un peu la société? Parce qu'ici, on a vu des gens qui étaient tout à fait pour le projet de loi et d'autres personnes qui étaient pas d'accord avec le projet de loi. Est-ce que vous pensez que votre groupe était un peu le reflet de cette société-là? Madame Non. Julie. Je m'explique. Ah oui, Monsieur ça va, Ledoux. Monsieur le Président? Monsieur Ledoux. Oui, bon. Son rôle, Je c'est de dis- vous donner la... Je dis non à votre question, en ce sens que, non, le reflet de la population, vous le savez très bien, la population majoritairement est en faveur de la loi 52, c'est de l'ordre de 75 %. Vous me corrigez si je me trompe. Il y a une majorité de personnes qui sont en faveur du projet de loi. À l'Observatoire Vieillissement et Société, je vous dirais que c'était partagé. Je ne peux pas vous dire dans quelle proportion, mais il y a beaucoup de gens au comité consultatif qui ont reconnu d'abord, ça c'est un fait, la consultation exceptionnelle qu'il y a eu autour de cette question mourir dans la dignité avec le premier rapport Mourir dans la dignité. C'est du jamais vu au Québec une consultation comme celle-là. Vous me corrigerez encore une fois. Et ensuite, on a été très, très prudents. On est allé ensuite avec le rapport Ménard. On est allé pour essayer de voir ce qu'étaient les balises juridiques. Et là aussi, on a obtenu des réponses très pertinentes. Et nous, à l'Observatoire Vieillissement et Société, c'est surtout au rapport Ménard que nous avons travaillé avant de préparer notre mémoire. Et je vous dirai que il y a plusieurs personnes au comité consultatif qui reconnaissent le bien fondé de la loi 52, du projet de loi 52. Et il y a même quelqu'un qui a fait même de la politique, qui est un ex-député, qui nous a dit qu'il avait rarement vu un projet de loi aussi bien établi, aussi bien écrit, aussi précis, aussi remarquable. C'est en votre honneur, Madame la ministre. Madame la députée de Saint-Henri-Sonore. On voit que vous étiez d'accord avec le projet de loi. Est-ce que, parce que durant les fois où j'étais présente, il y a des gens qui ont mentionné qu'on devrait peut-être dans le projet de loi
définir en quelque sorte les différences entre soins palliatifs, sédation palliative et sédation palliative terminale. Est-ce que... Oui, vous la connaissez, vous êtes médecin, mais est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de précision? Vous avez même mentionné tout à l'heure le mot euthanasie, Dr. Gélieu. Personnellement, je crois que les précisions, les définitions sont tout à fait exactes, justes et éclairantes. Je ne vois pas comment on pourrait ajouter des précisions aux définitions qui se trouvent actuellement dans le projet de loi 52. Sédation, tout est tout à fait bien précis et je pense que pour quelqu'un qui veut bien s'informer, tout est là. Il est clair que la sédation, les soins de vie qui sont bien décrits, bien encadrés, bien balisés dans cette loi, ne représentent pas des soins curatifs, mais des soins qui conduisent à la mort avec le désir express de la personne concernée. Et je pense que c'est la réalité. Quelle que soit la qualité de la loi, c'est de ça qu'on parle. On parle de soins de vie qui conduisent, des soins de fin de vie qui conduisent à la mort, avec l'accord des intéressés. Député Jean Talon, il vous reste 4 minutes. Bon, Monsieur le Président. Madame la députée de Gatineau. Oui, je voudrais faire un petit bout sur ce que vous disiez, parce que le projet de loi définit établissement, définit maison de soins palliatifs, définit soins de fin de vie, mais ne définit pas l'aide médicale à mourir, ne définit pas la sédation palliative terminale ou continue. On a eu des échanges. Donc, il y a des termes qui ne sont pas définis à l'intérieur du projet de loi, d'où la question de ma collègue, parce que est-ce qu'il ne serait pas justement important pour le bénéfice des aînés de savoir de quoi il s'agit précisément lorsqu'il est question d'aide médicale à mourir? Parce qu'aujourd'hui, on nous disait il pourrait y avoir confusion. L'aide médicale à mourir, c'est pas l'accompagnement de fin de vie. C'est vraiment, c'est un acte médical très précis auquel on fait référence. Oui. Madame Gélieu. Monsieur Ledoux. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Non, mais je pense que... Je suis d'accord que la définition même des actes qui sont posés, nous les connaissons implicitement. Il est plausible de constater ou de considérer qu'il y a place pour un éclairage pour le public de ce que c'est qu'une sédation palliative terminale. Le terme de terminale est assez suggestif. Toutefois, terminale veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et d'ailleurs, c'est bien dit que quand on fait une sédation palliative terminale, l'objectif n'est pas de pouvoir renverser les choses, c'est définitif et ça s'en va vers le même but qui est la disparition de la vie biologique. Que le public ait besoin de bien comprendre que l'aide médicale à mourir, c'est une injection létale et extrêmement rapide, c'est également nécessaire. Mais je présume que la majorité des gens, savent avec certitude que l'aide médicale à mourir, c'est la piqûre terminale, la piqûre. Docteur, donnez-moi la piqûre, je ne veux plus vivre. Ça, c'est la définition de l'aide médicale à mourir. C'est une injection létale de curare et de barbiturique, si mes souvenirs sont bons. Et ça entraîne la mort en quelques minutes. Madame la députée de Gatineau. Mais c'est justement, Oui. Je vous remercie parce que pour moi, en tout cas du moins, et je pense pour mes collègues, c'est important, compte tenu de l'importance de ce projet de loi-là, c'est très important. Je sais qu'il va y avoir une campagne et la ministre nous a rassuré qu'il y aurait une vaste campagne d'information à l'attention du public dans l'éventualité où le projet de loi était adopté. Ça, c'est excessivement important, mais je crois que le projet de loi aussi commande qu'on définisse clairement les termes qu'on va utiliser pour éviter des interprétations aussi qui ne seraient pas conformes nécessairement avec les intentions
du législateur et puis aussi, bon, comme le disait ma collègue, des perceptions. Alors, pour peut-être, dans un principe de bien communiquer avec les citoyens, de bien faire les choses, pour nous, il nous importe que le projet de loi soit clair quant à ce qu'on souhaite faire et là où on veut aller. Conclusion, s'il vous plaît. Et donc, merci d'avoir échangé avec nous là-dessus. Alors, pour le deuxième groupe d'opposition, Madame le député de Groux. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence ici. Ma question, je vais l'adresser à Dr. Gilliou. On a entendu plusieurs groupes depuis quelques jours. Vous êtes un des premiers à avoir osé, je dirais peut-être parler de personnes mineures qui, dans le projet de loi, ne sont pas inclus. Vous avez mentionné à la page 14 de votre mémoire, une personne mineure atteinte d'une maladie grave et incurable qui répond aux critères 2, 3 et 4 stipulés à l'article 26, n'a-t-elle pas le droit de mourir dans la dignité comme les personnes majeures? Ne s'agit-il pas d'une forme de discrimination? J'aimerais vous entendre, étant donné que votre expérience de pédiatre, évidemment, au courant de votre expérience, probablement vous avez eu à faire face à ce genre de situation. J'aimerais vous entendre. Qui est très lourde de sens et de tragique. Il est clair qu'un enfant qui est arrivé très loin dans le cours de sa maladie, dans certains cas, peut être exposé à ce qu'on peut appeler de l'acharnement thérapeutique, dans dans un mouvement où on essaye de prolonger la vie. Et prolonger la vie, parfois, veut dire prolonger la souffrance. Par contre, de décider que cet enfant, qui s'appelle comme il s'appelle, devrait cesser de vivre alors qu'il est encore vivant, c'est une situation tragique. Et je pense qu'il faut approcher avec énormément de précaution et de respect cette situation qui est tragique. Je n'ai pas la réponse. Je sais qu'elle devrait se poser, mais je n'ai pas la réponse. Personnellement, est-ce que j'ai eu à faire face à des situations pareilles? Oui, mais je pense que l'évolution naturelle a réglé les choses sans que l'on intervienne de façon précise. Est-ce que vous me comprenez? Madame la députée de Groux. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Puis, évidemment, c'est une situation très sensible et je pense que effectivement, il n'y a pas les groupes qu'on a vus ont de la difficulté. Même, je pense que nous comme parlementaires aussi, avons de la difficulté avec cette notion. Vous avez mentionné à quelques reprises dans votre mémoire la crainte de dérive. Est-ce que c'est la crainte de dérive qui vous a amené à nous recommander de peut-être faire une implantation graduelle de la nouvelle loi, par exemple dans une grande ville, dans des régions, de façon plus progressive que d'arriver avec l'implantation de la loi à l'ensemble du territoire du Québec? Madame Gélou. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est la raison pour laquelle, connaissant ou ne connaissant pas les dérives possibles qui pourraient être catastrophiques pour, la santé de la société, ne connaissant pas ces dérives, une implantation progressive permettrait de résoudre cette espèce de dilemme ou de crainte, de le résoudre en essayant d'implanter une loi qui est, comme a dit mon collègue à ma gauche, qui est pleine de balises et qui est bien construite et qui est moderne et qui est en accord avec, disons, l'impression que la population est d'accord. C'est sûr que l'implantation progressive permet de comprendre de façon plus précise où sont les points qui sont, dangereux dans l'application, que ça soit au niveau du consentement, que ça soit au niveau du contrôle. Je pense en particulier à l'article 17, où il est dit que les soins de vie peuvent être administrés à domicile par le médecin et par l'infirmière, tout en respectant le cadre de sa compétence.
c'est pas clair. C'est quoi la compétence d'une infirmière prise toute seule avec le médecin dans une famille où le patient est mal, va pas bien, et où la famille ne peut pas tolérer cette agonie? Est-ce que les choses peuvent se régler d'une manière aussi, comment dirais-je, clinique que l'on voudrait qu'elles se... Ou est-ce qu'il y aurait des dérives à cet égard? La palliation définitive ou l'aide médicale à mourir à domicile est un sujet probablement aussi brûlant et épineux que le problème des mineurs, qui n'a pas été abordé pour des raisons très compréhensibles d'ailleurs. C'est parce que c'est trop complexe, j'imagine, que ça n'a pas été abordé. Monsieur Ledoux, le temps s'est écoulé, mais le dernier mot, c'est à vous. Je veux simplement ajouter que il ne faudrait pas trop mettre l'accent, en tout cas, en tant que représentant de l'Observatoire vieillissement et société, il ne faudrait pas trop mettre l'accent sur ce qu'on appelle les dérives. Parce qu'on a bien dit quand même, lors de nos discussions, que les dérives, dans bien des cas, c'est minimal. On a le cas de la Belgique, par exemple, où il y a eu assez peu de dérives dans toute l'application de la loi. Et on a aussi les propos d'experts qui prétendent que les dérives pourraient être finalement quelque chose de pas si catastrophique dans un sens. Alors, je voudrais ajouter ça quand même comme éclairage un peu particulier. Alors, M. Ledoux, Mme Gélou, M. Tessier, Mme Bertrand, merci pour votre présentation. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui et partager votre expertise avec nous. Et je demande les gens de Réseau des soins palliatifs du Québec pour prendre leur place à la table et je suspends pour quelques instants seulement.